Bonjour, bienvenue à mon podcast. Mon nom est Sarto Blouin. Le podcast s'intitule Give Me a Break World Tour. Alors aujourd'hui, mon invité, Denis Bouchard. Bonjour Denis. Bonjour. Déjà connu pour tout ce que tu as pu faire depuis 40 ans dans le paysage théâtral, télévisuel, mise en scène, etc. au Québec et ailleurs. Alors aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de deux incursions qu'on a faites, toi et moi, dans des endroits, je dirais un soft puis un hard. Soft étant le Tibet. Par curiosité, on se posait la question, on voit le Dalai Lama se promener partout sur la Terre, et on se dit, bon, depuis 1959 qu'il a quitté le Tibet, avec une centaine de milliers de Tibétains qui ont quitté le pays à ce moment-là, la diaspora tibétaine, qui est rendue peut-être à 200 000 à travers le monde maintenant, et on se disait, on perçoit le Dalai Lama, nous autres, dans les médias occidentaux, en tout cas pour moi, on s'est dit comment les Tibétains puis le conflit chinois, l'affront que les Chinois font au mouvement d'indépendance ou de libération du Tibet, parce qu'on voit souvent des affiches Free Tibet, etc., etc. Alors, on a décidé d'aller voir sur place. Alors, la capitale, c'est Lhasa. C'est un gros territoire au niveau géographique, si ma mémoire est bonne, mais très concentré autour de Lhasa et les montagnes autour. Alors, Denis et moi, on jasait où c'est qu'on irait la prochaine fois, puis on a ciblé cet endroit-là. Moi, j'arrivais, je pense, du Japon. J'avais été grimpé le Fuji. Puis toi, tu arrivais de l'Inde. On s'est rejoint à Katmandou. Oui, on est pas. C'est le fun parce qu'on part de toutes sortes de places pour se rejoindre à Istanbul, à Katmandou, et puis on part de là. Alors, on se rejoint à Katmandou, une journée qui pleuvait, je me rappelle. Puis je te dis, bon, là, j'ai besoin de 300 piastres. Ouais, début de mousson. Donne-moi 300 piastres, puis ton passeport, on donne ça à Tika, je me rappelle plus de son nom. 300? C'était pas plus que ça? Oui, non, c'était plus que ça. Plus que 800. ça. C'était 800. Puis là, Denis arrivait de 800 était un peu US. perturbé. Tu penses qu'on donne notre passeport à un étranger, mais moi, j'étais arrivé la veille, puis j'avais organisé tout ça, j'avais confiance, puis la personne était référée. Donc, on donne tout ça, puis on part de Katmandou en avion, en avion. Ouais. On arrive à Lhasa au Tibet, et notre objectif était évidemment de rencontrer des moines, des gens ordinaires, des gens peut-être dans la politique, etc., etc. Alors, on arrive au Tibet. Évidemment, il faut dire, pour la petite histoire, que les Chinois, le Tibet est un territoire autonome, mais en Chine, le gouvernement chinois ne tolère pas rien qui a rapport avec le Dalai Lama. Donc, vous ne pouvez pas avoir une photo, une carte postale, vous pouvez pas, on peut en parler, mais c'est Puis encore. Puis encore. Alors, notre premier contact, on voulait aussi aller voir des moines des montagnes qui faisaient des prières ou qui apprenaient des affaires. Alors, raconte-moi comment tu as vécu nos premiers jours, je dirais, au Tibet. Ben, premièrement, Lhasa, c'est une très, très vieille ville qui a été, somme toute, redessinée par les Chinois. Fait que c'est devenu un genre de ville chinoise un peu moderne. La majorité des gens de Lhasa, enfin, la totalité des gens de Lhasa parlent chinois. Wuhan, je pense, hein, c'est surtout l'ethnie Wuhan qui est là. Bon. Et parle aussi tibétain, mais de moins en moins. Fait qu'il y a vraiment une perte de l'identité tibétaine à Lhasa. À l'extérieur, au Tibet, ben là, c'est plus... Des paysans. C'est plus des paysans, puis des nomades ou quoi que ce soit, mais à Lhasa, tu vois vraiment l'empreinte de l'empire chinois. Ça, définitivement. Paradoxalement, le bouddhisme est une religion qui est en grand essor en Chine, donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de Chinois qui vont au Tibet, parce qu'il y a des super trains rapides qui partent de Pékin ou de... Québécois, d'ailleurs. C'est Bombardier qui a c'est fait Bombardier, ça. Avait ça, Beijing à ça. Fait que... Le plus haut train en altitude, je pense. C'est ça, ouais. Et donc, il y a beaucoup de monde qui vont là en pèlerinage. Fait que ça ne fait pas nécessairement l'affaire du gouvernement chinois, mais ça, c'est une autre histoire. Mais, alors donc, nous, on a un guide, chauffeur, qu'on a rencontré, avec qui on pose des questions, puis on va poser des questions à beaucoup de monde pendant qu'on est là, beaucoup de gens dans les restaurants, puis tout ça. Leur dire, vous devez être, avez-vous hâte que le Dalai Lama revienne, ça doit vous faire de la peine qu'il soit parti. Et à notre grande surprise, la réponse qu'on se fait donner, c'est « Oh non, au contraire, on ne veut rien savoir de lui, puis on espère qu'il ne reviendra jamais. » Et là, on fait « Oh boy! »
OK, brainwash chinois sans doute, mais encore, pourquoi? Et là, on se fait expliquer par plusieurs personnes différentes, là, puis, et c'est assez fascinant. Les gens ne remettent pas en question leur foi bouddhiste, pas du tout. Mais l'utilisation que les lamas ont faite de ce pouvoir religieux-là, si on peut dire, sur la population, et non sans rappeler ce que la religion catholique a pu faire chez nous. Puis c'est ça qui nous a un peu frappés, là, tu sais. De faire de la politique. Ben oui, et je veux dire, c'est jamais... Ben oui, c'est jamais bon qu'un pouvoir religieux exerce un pouvoir politique. C'est deux affaires qui ne doivent pas se mêler. Et dans le cas du Tibet, il y a eu des exagérations, des abus qui ont été faits, pas nécessairement sexuels, là, mais politiquement parlant. Les seuls qui pouvaient lire et écrire étaient les moines. La population était... alors, c'est pas sans rappeler ce qui se passait dans les années 20, 30, 40 et même au 19e siècle ici, alors que la seule personne qui savait lire ou écrire, c'était le curé du village, puis il y avait un petit peu d'instruction, parce que le reste, il était 18 dans la famille, puis il travaillait dans le champ, là, tu sais, fait que... Et les gars commencent à nous expliquer ça, puis moi, je me sens un peu comme ça, comme si j'étais arrivé chez nous en 1950, puis que j'avais dit, ouf, ça doit être effrayant que le cardinal Léger soit pas ici, puis là, tu parlerais à tout un mouvement de la Révolution tranquille qui disait non, qu'il reste en Afrique, tu sais. Il y avait comme un... Et là, on se rend compte que les gens disaient, depuis que les Chinois sont ici, les enfants vont à l'école, on vit dans des maisons, on a ci, on a ça, il y a du progrès, il y a de l'eau potable, etc., etc. Et là, tu te dis, OK, le prix à payer pour ça, c'est de ne plus avoir d'identité tibétaine, mais quelle était l'identité tibétaine en dehors de ce pouvoir autarcique religieux-là? Fait que c'est un peu paradoxal ce qu'on a vécu là-bas quand tu te promènes dans le Potala, puis tout ça, qui est le genre de Saint-Pierre de Rome, le Vatican. Le Potala, c'est une des merveilles du monde. C'est assez quand même fascinant. Ouais. C'est sur un rocher. Il y a le palais rouge et le palais blanc, là, mais c'est un ensemble. Vous pouvez voir, vous avez déjà vu cette affaire-là. C'est la résidence ou le palais des Dalai Lama depuis 1650 à peu près, depuis le Dalai Lama numéro 5. Il faut comprendre que le Dalai Lama d'aujourd'hui, c'est le Dalai Lama numéro 14, qui est né en 1935 et qui est encore vivant et qui a déjà, je pense, prévu son successeur. Et lui, depuis 1959, qui a quitté, il habite dans le nord de l'Inde, le clash que tu viens de décrire, qui, moi, m'a complètement jeté à terre, parce que je me disais, c'était pas ce qu'on voit, c'est pas ce qu'on lit dans les journaux, c'est effectivement que les Tibétains ne s'identifient plus à lui parce qu'il n'est plus un chef spirituel, perçoivent-ils, parce qu'il fait de la politique. Il va à Maison-Blanche, il se promène en première classe, il va dans les cocktails, il est invité sur des tribunes internationales. Et c'est ce que les Chinois lui reprochent. Ils lui disent, écoute, si tu veux faire de la politique, si tu veux faire le chef spirituel que tu es destiné à être, tu peux revenir. Puis les moines ont commencé déjà à revenir de façon plus discrète, mais ça revient des montagnes vers Lhasa. Il n'y aurait pas de problème. Mais si tu reviens puis tu dis Free Tibet, là, où on se sépare, etc., puis que tu continues à faire du bruit, comme ils disent dans les réseaux sociaux, bien là, tu vas avoir un problème avec nous autres. Alors, évidemment, il veut porter son message de paix à travers le monde. Il est quand même une personne sage, mais il y a une difficulté d'intégration, je dirais, avec le Tibet. Donc, c'est difficile. Le Dalai Lama, je ne me rappelle pas de son vrai nom, mais c'est une réincarnation, dans le fond. C'est la plus importante lignée de réincarnation. Là. C'est comme le chef. Et il est nommé, en fait, il est élu ou nommé à vie. Et c'est une autorité spirituelle en principe, mais non pas une autorité politique, etc. Alors, le clash, comme tu dis, de l'État laïque, ou enfin, et la religion mélangée, nulle part, je pense, ça fait des bons cocktails. Non. Et il faut dire aussi que le Tibet est dans une position géographique assez exceptionnelle, parce que tu as deux superpuissances qui saillissent depuis des millénaires, qui sont l'Inde et la Chine. La seule raison pour laquelle ces gens-là ne se sont jamais attaqués, c'est qu'ils sont séparés par la plus haute chaîne de montagnes au monde. Là, maintenant,
on voit les Chinois qui parlent la Birmanie, puis par en bas, ils sont en train comme un peu d'encercler. Là, ils sont rendus à Djibouti, l'autre bord, ils sont en train d'encercler l'Inde par la mer, l'autre bord des montagnes. Mais de tout temps, les Indiens et les Chinois se sont détestés, mais n'ont pas pu s'attaquer parce qu'il y avait une chaîne de montagnes. Le Tibet est en plein milieu des deux. Fait que c'est géopolitiquement, c'est encore là un sweet spot à Israël puis à Palestine, c'est inextricable. Les Chinois ont besoin de cette région-là pour avoir un œil dessus, puis les Indiens sont juste sur le bord, puis ils attendent là, l'autre côté du Bangladesh, là, l'autre partie de l'Inde qui touche à ça, là, et le Népal qui est entre les deux. Mais bref, c'est pas demain la veille que ça va se régler, cette affaire-là. En terminant, pour le Tibet, en fait, le Potala, là, le palais, si vous allez dans ce coin-là, il y a des nombres limités de visiteurs, 2-3 000 par jour. Il faut que vous réserviez d'avance, vous avez votre billet, vous attendez à queue le lieu, vous montez les escaliers, puis faites le tour de ça. Il y a une opulence décadente, je dirais, des 13 tombeaux, même le 14e est déjà prêt, des anciens Dalai Lama, et c'est des tonnes de kilogrammes d'or, et c'est un peu indécent, mais c'est fabuleux au niveau photogénique. Puis dans les montagnes, on avait été rencontrer des moines qui apprenaient par cœur. Tu sais, ils criaient, il y avait une séance. Oui, c'est des prières, c'est qu'ils apprennent à se relancer. Quelqu'un pose une question, puis l'autre moine doit réagir. En fait, c'est de l'impro. C'est la Ligue nationale d'improvisation des moines du Tibet. Pour apprendre à avoir de la répartie, pour apprendre à prier. C'est une façon aussi de vérifier ce que tu as lu, ce que tu as appris sur toute la philosophie bouddhiste. Bon, alors, c'est une place que tu as aimée? C'est une place... Oui. Oui, c'est fascinant. Une petite incursion. Oui. Mais ça n'a pas été long, notre petit splurge là-bas, mais j'aimerais ça retourner là. C'est pas simple aller là, parce qu'il faut que tu peux pas y aller par la Chine. C'est impossible pour nous. Par Katmandou. Il faut que tu passes par Katmandou. C'est la seule façon ou par Beijing avec le train. Mais c'est long, puis c'est en altitude. Mais c'est compliqué parce que tu es en Chine. Puis les Chinois veulent pas que les touristes étrangers aillent là directement par la Chine. Fait qu'il faut que tu passes. C'est plus facile par Katmandou. Un petit coefficient de difficulté. Oui. Mais je retournerais là, mais j'aimerais aller dans les montagnes. J'aurais aimé ça, les Himalayas, quand même. Les 8 ou 14 sommets de 8000 mètres sont tous dans cette chaîne de montagnes-là. Alors ça, c'est la partie soft de notre... En fait, c'est pas dans la même excursion, dans le même voyage, mais dans une région semblable, la Corée du Nord. Quand on dit aux gens de notre entourage, je ne sais pas c'est quoi la réaction de tes proches, mais quand on dit qu'on est allé en Corée du Nord, ils sont tous comme un peu surpris. Parlons un peu de notre semaine 10 jours en Corée du Nord. Évidemment, ça aussi, ça prend un booking préalable, des écueils pas une taxe à l'entrée, mais comment dire, un coefficient de difficulté à l'entrée. On rentre que par Beijing, je crois, à Pyongyang. Ça prend une organisation qui vous prend en charge d'avance, payer d'avance, des visas d'avance, il faut s'y préparer. Nous, c'était une agence Corio, je pense, qui était une des agences les plus connues qui organise ça. Et vous dites ce que vous voulez. Alors, nous, on avait planifié, on veut faire ça, la zone démilitarisée, puis on veut faire telle affaire. Et ils nous organisent un package, c'est tout inclus, et on est pris en charge par 3 personnes à l'entrée. Raconte-nous, moi j'arrivais de Séoul, j'arrivais de Corée du Sud parce que je voulais aller voir la zone démilitarisée dont on va parler tout de suite par le sud, mais vous ne pouvez pas la traverser, donc il faut retourner 2 jours et 2000 km et 2000 $ plus loin, on revient par la Corée du Nord vers cette zone démilitarisée-là qui est appelée la DMZ, dont on va parler aussi. Alors, raconte aux spectateurs notre premier clash quand on est arrivé. Qu'est-ce qui t'a frappé le plus? Premièrement, on s'en va là 4 jours, on est resté genre 5 ou 6. On était là 6-7 jours, on est resté 8. On est resté 8, oui, c'est vrai, on est resté 8 parce que l'avion ne pouvait pas partir à cause des nuages, mais bon, bref. Tu fais une demande, là. Il faut que tu dises, bon, moi, je veux visiter tel musée, je veux faire ci, je veux faire ça, et tu payes à la pièce. C'est-à-dire que là, après ça, si on accepte le voyage que tu veux faire, on dit, bon, ben ça, ce voyage-là va coûter, mettons, 1500 US pour 6 jours. OK, ça va.
Quand tu arrives là-bas, il y a 2 personnes qui t'attendent là-bas. Tu arrives à l'aéroport de Pyongyang. La première chose qu'ils font, c'est qu'ils t'enlèvent ton cellulaire, ils t'enlèvent ton passeport, puis ils t'enlèvent ton billet d'avion. Puis ils mettent ça dans un petit casier. Donc, il n'y a plus de communication avec le monde extérieur. Nous, on savait ça, fait qu'on avait prévu d'autres téléphones dans nos bagages pour prendre des photos. Mais théoriquement, tu n'as plus de communication, tu n'existes plus. Et on va te redonner ça quand tu vas sortir du pays, si tu ressors. Si tu suis les règles. Si tu suis les règles. Alors, déjà, ça part là. Là, ils disent, montrez-nous le plan que vous avez eu, pour lequel vous avez payé. Fait que là, tu leur donnes ton affaire, première journée, t'as l'affaire, puis là, ils regardent ça, puis ils font, OK, ce musée-là est fermé, lui est en rénovation, ça, on peut pas aller là. Ça, et là, tout ce que tu avais commandé, finalement, il y a à peu près rien de ça que tu peux faire. En échange, tu vas aller visiter un magasin de timbres, un salon de coiffure, 2 stations de métro. Alors, bref, aller en Corée du Nord, c'est comme aller dans un club med, pas de piscine, pas de géo, pas d'activité, pas de bouffe, pas de plage. C'est à peu près ça. Après 24 heures, t'en auras le bol. Tu veux pas rester là, mais t'es encore pogné à rester là. Il faut dire que le premier, quand tu atterris à Pyongyang, qui est une ville à peu près comme Montréal en termes de population, tu t'attends peut-être pas à voir Pierre-Éliott Trudeau comme aéroport, mais tu dis, ville de même envergure, ça devrait être quand même un aéroport décent. Je pense pas arriver à Montjoli, là. Ils font beaucoup de business avec la Chine et puis un peu avec la Russie, mais tu arrives, puis au bout de la piste, l'avion tourne, il n'y a pas de bâtiment. On s'en va sur une route secondaire, mettons, genre le boulevard Gouin. Puis là, on roule 3-4 km dans le champ, puis là, on rentre dans un hangar militaire où là, ils nous enlèvent nos passeports de verre. Alors, ça frappe dur en arrivant comme choc. Évidemment, Denis caricature un peu, là. Le magasin de timbres, c'est vrai, là, mais c'est pas... faut que vous soyez prêts à... faut que vous soyez souple, il faut que vous soyez prêts à moduler ou modifier votre itinéraire. Et vous êtes pris en charge par un guide généralement masculin, un guide féminin et un chauffeur. Et ces 3 personnes-là interagissent ensemble, puis s'assurent que vous ne soudoyez pas un ou l'autre pour faire quelque chose qui n'est pas dans le programme, fait qu'ils se stoulent entre eux autres, etc., etc. Alors, on a fait les visites qu'on avait prévu faire, ou à peu près, là, presque. On a fait les zones ou les régions. On était dans un hôtel où il y avait un téléviseur dans notre chambre qui avait 2 postes, et roule en boucle 24 heures sur 24, que des discours de Kim Jong-il, le père, ou en fait celui entre le fils et le grand-père. Et puis, je pense qu'il y avait quelqu'un qui venait dans notre chambre. En fait, on suspectait, la poubelle changeait de place, ta brosse à dents changeait de place. Ouais. Dans le jour, on a l'impression qu'il venait surveiller, épier. Alors, c'est très 1984, là, ou Handmaid's Tale. Là. C'est assez hallucinant. Je me souviens, nous, on avait une table, parce qu'il y a un hôtel pour les touristes, là, puis bon, donc tout le monde est là, il y a beaucoup d'ONG qui sont là, etc. Puis tu as une table. Alors nous, on avait la table, mettons, numéro 5. C'est là qu'on déjeunait, ou qu'on mangeait. Comme nos repas étaient à la table numéro 5. OK, mettons. Un jour, rappelle-toi, on se sentait fou un peu, on va s'installer à la table numéro 6. Et la fille vient nous voir, puis elle dit, non, c'est là. Je dis, non, on va manger ici aujourd'hui, on va manger à la table numéro 6, puis c'était là. Et puis, on était resté là, puis finalement, les assiettes étaient arrivées là-bas. Oui, c'est vrai, je me rappelais plus de ça. Il n'était pas question qu'on prenne les assiettes, puis on les apporte ici. Il fallait qu'on on est dans l'Empire soviétique. Dans un film noir et blanc. Stalinien, là. C'est le dernier ersatz du stalinisme, c'est la Corée du Nord. Puis ils veulent tout avoir quelque chose de plus. Fait que la place principale est comme quelques mètres de plus gros que la place rouge. Mm-hmm. Le poteau du drapeau, c'est le plus haut flagpole au monde. Tout est un peu plus. Il y a des routes, mais il y a pratiquement pas de voiture. À l'époque, ils nous mettaient en garde que si on prenait une photo d'une statue de Dear Leader, ben, il fallait le prendre de pied en cap parce que on peut pas prendre juste un headshot puis tronquer la chose. Non. Il fallait le prendre dans toute sa magnanimité. Il ne se divise pas. Il se divise pas. Puis des fois, ils regardaient les photos qu'on prenait pour s'assurer qu'on ne colporte pas d'étrangers quelque chose qui pourrait porter ombrage. J'avais pris une photo de quelqu'un de la route.
Puis il me disait non, efface ça. Puis je comprenais pas. C'est une route où il n'y a pas personne. Mais sur le début de la photo, dans le coin à droite, on voyait quelqu'un qui réparait la pierre. Puis il voulait pas montrer que les routes n'étaient pas parfaites, puis qu'il était obligé de les réparer. Donc, il y a une vibe assez... comment ça s'appelait l'émission là, au début des années 60? Là, que le gars, c'était-tu Ben Gazzara? Je sais pas, qui était pris. Là, le prisonnier. Le prisonnier qui n'était jamais capable de sortir. Puis il y avait comme... Patrick Watson. Non, pas Watson, mais Patrick quelque chose. On se sentait un peu comme ça. Carrément. Alors, bref, la Corée, évidemment, est contrôlée par un dictateur, on sait tout ça. Le fondateur là, de 48 à 94, je pense, quand il est mort, le Great Leader, qui s'appelle Kim Il-sung, ça, c'était le fondateur. Lui, mettons, qui a mis ça sur la map. C'est lui qui a écrit les opéras, qui jouait au golf. Il faisait des all-in-one régulièrement. Il écrivait 4 opéras par jour. C'est toutes des statistiques. Vous irez voir sur Internet, c'est assez hallucinant ce qu'il a créé. Oui, c'est vrai, ça. Alors, Kim Il-sung est le Great Leader et il est éternel. Alors, quand il est décédé, comme il est éternel, puis il est encore aujourd'hui le président, ben le fils qui a pris sa place, Kim Jong-il, est devenu le représentant terrestre, matériel, vivant du Great Leader. Alors, il ne pouvait pas l'appeler Great Leader parce qu'en a juste un. Avec, t'as de la réincarnation puis de la transcendance. La famille mais Hill, avec beaucoup de fiction, là. Ce qui fait que le Great Leader s'est réincarné dans son fils, le Dear Leader, et qui lui-même est décédé, je ne sais pas quand, des années 2000, tout de suite après qu'on a été. La famille Kim. Oui. Puis là, c'est... Alors, le Great Leader et le Dear Leader, comme le Dear Leader représente le Great Leader et est éternel, ils ont toujours des petites pins avec les photos des deux, un peu comme en Chine avec Mao. Là. Et tout bonnement, dans l'ascenseur, je ne sais pas si tu te rappelles, Denis, j'ai dit, j'en veux une de ça, moi, d'une petite pin comme ça. Je n'achèterais une dizaine, une petite boîte là, pour donner en souvenir à mes amis au retour. Et là, le gars, il m'avait accoté dans l'ascenseur. J'avais pas prévu ça. Il me disait, hey, t'achètes pas ça, ça se mérite. C'est comme la Légion d'honneur ou l'Ordre du Québec. 2, tu pointes pas le Great Leader avec ton doigt, tu sais. C'était comme sanctifié. Et 3, si t'en as une, si t'as ta pine et que t'as la paire, tu la perds, t'es dans la merde. T'es dans la grosse merde. Ils lavent leur linge, ils la remettent, c'est comme ça. C'est vraiment comme la Légion d'honneur. Alors ça, c'est une petite anecdote que... On n'est pas fini comme l'Américain qui ont fini par libérer, mais qui est arrivé aux États-Unis puis qui est mort le lendemain, là, parce qu'il avait été emprisonné et un peu torturé. Faut que vous suiviez les règles. Lui, c'est parce qu'il avait enlevé un poster, je pense, puis bon, ça a mal tourné. Si vous suivez les règles et puis vous lisez un petit peu d'avance, c'est quand même un pays fascinant à voir comme une expérience. La zone démilitarisée, je dirais qu'on termine là-dessus. Parle-nous de la zone démilitarisée entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. C'est quoi? C'est je sais pas combien large que c'est, là. C'est une couple de kilomètres certains de large. Et puis, t'as 2 armées qui se regardent. Puis, t'as des lapins dans le milieu. Mais tu peux pas traverser. Tu peux pas traverser. Parce que les deux vont vous tirer dessus. Il y a des roulottes dans le milieu entre, ça a comme 200 km, ça traverse le pays, mais la zone principale où il y a des routes, en fait, vous ne pouvez pas traverser Il y a une zone franche où il y a quand il y a des dignitaires ou des rencontres politiques, ils s'en vont dans la petite roulotte. Et, qui est à cheval ces 2 territoires. Qui est à cheval ces 2 territoires. Puis ils ont fait des tunnels. En tout cas, c'est gardé par les Américains du côté sud et les Coréens du sud, puis par l'armée coréenne du nord, du côté nord. C'est une zone assez fascinante. On a rapporté un petit bout de clôture de la zone démilitarisée, la petite clôture barbelée en souvenir, mais disons que ce que vous rentrez puis ce que vous sortez, même la monnaie, on voulait avoir de la monnaie du pays. Bizarrement, ils ne prennent que le dollar américain, même s'ils décrivent le dollar américain puis ils menacent de leur envoyer des missiles sur la tête. Ils veulent pas qu'on ramène de leur argent et ils ne prennent que des dollars américains. Alors, c'est un pays rempli de paradoxes, d'incongruités et de... Mais il n'y a rien à faire. Le soir, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas de bar, il n'y a personne. Le monde travaille. Tu peux même pas sortir. Tu peux pas sortir de l'hôtel. Denis et moi, on a essayé de sortir un peu. Puis tout de suite, il y a quelqu'un qui arrive, un gardien, un soldat. Oui, est-ce qu'on peut vous aider? Toujours poli, toujours affable, toujours gentil. On ne s'est pas senti du tout menacé. Non, pas du tout. Mais on s'est senti surveillé, minimalement. Alors on dit, non, je veux juste fumer une cigarette, je cherchais un dépanneur. Non, il n'y a pas de dépanneur. Tu retournes en dedans, puis merci, bonsoir. Alors, sur ces belles paroles, alors le Tibet et la Corée
deux extrêmes au niveau géopolitique qui font partie de notre liste de voyages que Denis et moi avons fait. Been there, done that. Mais c'est quand même particulier. Oui. Alors, on voulait partager ça avec vous. Je vous remercie Merci Denis de ta générosité. Je voulais partager ça avec les spectateurs. Et on se revoit pour un autre Give Me a Break World Tour. Merci.